Chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur Tandem TV et c'est l'heure de l'émission Aolam Amedoubar, le monde en question. Je reçois un invité qui m'est particulièrement cher, Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, bonjour. Bonjour. Alors Yvan Rioufol, j'ai du mal à présenter l'homme qui, pour tous les francophones, suivent une chaîne très particulière en France, enfin, une chaîne qui est devenue d'ailleurs, je crois, la chaîne la plus regardée en France et où tu es chroniqueur et finalement donc avait aussi avec une émission, responsable d'une émission une fois par semaine, je crois, c'est le dimanche soir si je ne m'abuse. À 20 heures. Et tous les jours, donc chroniqueur maintenant, dans le cadre Oui. d'une belle équipe, sans citer le nom de la chaîne, mais en tous les cas, chacun reconnaîtra un petit peu de qui, de quoi il est question. Juste une brève présentation. Éditorialiste au Figaro, après des études de droit. Tu es né à Nantes, et voilà une belle ville. Et puis aussi, tu es chroniqueur, je le disais, sur cette chaîne. Et on a peut-être aussi quelque chose qui pourrait préciser davantage ton profil. C'est celui d'être finalement très attaché à tout ce qui est l'immigration massive, les questions d'immigration massive, de déclassement et finalement de ce qui touche un petit peu au fondement de la société française, démocratie, libéralisme. Et d'ailleurs, dans un think tank dont lequel tu es membre, c'est l'Atlantis Institute, je crois, que tu partages avec... Voilà. J'étais membre. Oui, dont tu étais membre, mais en tous les cas, tu partageais avec des membres prestigieux, eux aussi, Claude Moniquet, Frédéric Ancel, que nous connaissons bien ici à Tandem. Et finalement, les questions de démocratie sont au cœur toujours de ta prise de parole. Et il faut dire qu'il y a de quoi en ce moment de parler peut-être de déclassement. Alors on va y arriver justement. Est-ce qu'aujourd'hui la situation française nécessite que nous parlions vraiment de situation de déclassement, après avoir parlé de possibles remplacements? Est-ce qu'on peut parler effectivement, puisque c'était une dernière prise de position, enfin un dernier échange avec le général de Villiers, où il y avait effectivement la question de donation d'outils militaires, d'artillerie, etc., d'avions aussi, et de blindés. Est-ce que finalement tu confirmes tes propos de déclassement de la France, d'un déclin possible de ce qui est le fondement même de notre démocratie, finalement, défendre la sécurité de ses citoyens? Tu parlais du général de Villiers. Il employait le mot de délitement. Il disait la France se délite. Et c'est effectivement un terme qui avait été repris d'ailleurs par une tribune d'anciens généraux en retraite en avril 2021 qui parlait également du délitement de la France. Moi, ce mot-là de délitement me paraît correspondre assez bien à ce que nous vivons, qui est un grand effondrement, je dirais même pour être plus clair encore, un déclin de la France. Nous avions été quelques-uns, il y a maintenant 20 ans, je suis maintenant un vieux journaliste, qui avions déjà alerté sur ce déclin prévisible de la France, mais à l'époque, nous étions taxés de déclinistes comme si on se réjouissait de ce déclin. Non, personne ne se réjouit du déclin, simplement nous alertions sur les grandes faiblesses des idéologies, dans le fond, parce que tout ceci revient à un effondrement des idéologies, d'ailleurs, c'est-à-dire à ces pensées toutes faites qui ont cru qu'elles pouvaient aller au-delà des réalités pour imposer des dogmes. Et alors, je parle du pédagogisme, je parle de tout ce qui a pu faire s'effondrer tous ces mohanismes qui ont aveuglé les dirigeants depuis 40 ans et qui font qu'aujourd'hui, par la force des réalités, on se rend compte que, dans le fond,
tous ces dogmes étaient des dogmes qui ne correspondaient pas à la vie des gens. Et nous sommes en France en train de vivre ce que j'ai appelé la révolution du réel, la révolution des œillères, j'avais appelé ça ainsi également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes obligés, les dirigeants sont obligés, mais les journalistes aussi, de regarder les faits et de regarder l'effondrement des grandes théories prétendument généreuses sur l'antiracisme, sur le mondialisme, etc., qui aujourd'hui font que la société française, mais pas seulement la société française, mais en tout cas la société française, une société ouverte, trop ouverte de mon point de vue, est devenue une société tellement fragile qu'elle en est aujourd'hui vulnérable. Et au bout du compte, ce qui apparaît et ce qui me désole et ce qui est mon combat, c'est que c'est toute la démocratie qui, dans le fond, qui s'affaiblit sous nos yeux, dans la mesure où toute une partie d'un peuple, je ne dis pas tout le peuple, mais toute une partie d'un peuple, celui qui s'inquiète, celui qui est appelé maintenant populiste, est en train de se rendre compte que son destin lui échappe et que les élites, pour les dirigeants, les élites, persistent à poursuivre dans le fond des politiques dont on s'aperçoit malgré tout qu'elles ne produisent aujourd'hui que des désastres. Et j'en veux juste un exemple simplement. On pourrait même donner 3 exemples. Il y a l'exemple de l'effondrement de l'éducation nationale, et on n'aura peut-être pas le temps d'y venir, mais enfin, qui est épouvantable en France, mais il est également épouvantable dans d'autres pays européens. L'effondrement de l'hôpital public, dont on nous disait qu'il était une fierté française, on se rend compte aujourd'hui qu'il tombe en désuétude et qu'il se tiers-mondise. Et puis surtout, cet autre effondrement au nom de l'écologisme, cette fois-ci, du parc nucléaire, du sabotage du parc nucléaire. Nous sommes là actuellement sommés quasiment de nous préparer à passer parfois des hivers sans chauffage ou avec un chauffage réduit, etc., de peut-être se chauffer à la bougie s'il y avait des coupures de courant. Tout ceci parce que l'écologisme a imposé aux dirigeants depuis maintenant 30 ans, 40 ans, un rejet tel du nucléaire que le parc nucléaire a été saboté par Emmanuel Macron lui-même, puisqu'il a fermé Fessenheim. Donc voilà, Fessenheim et 12 autres réacteurs. Donc ça faisait 14 réacteurs en tout. Et donc voilà, nous sommes dans ce moment où tout s'effondre. Et c'est un moment très paradoxal parce que, en même temps que tout s'effondre et en même temps qu'une colère vive se ressent partout dans la société, beaucoup de gens sont furieux de ceux qui les ont dirigés. En même temps, sont-ils peut-être furieux d'eux-mêmes de les avoir élus? En tout cas, même s'il y a une colère vive, il y a également, et c'est le grand paradoxe, un grand renoncement, pour l'instant, j'entends bien, un grand renoncement à manifester, un grand renoncement à protester, une sorte de désintérêt malgré tout. Et c'est toute mon interrogation, dans le fond, moi qui avais applaudi il y a 2 ans le réveil de la France rurale avec les Gilets jaunes, la France périphérique, moi qui avais applaudi et qui avait pensé que ce renouveau démocratique d'une France qui voulait participer à son destin allait alimenter un réveil démocratique, et je me rends compte que là, du coup, je me suis trompé pour le moment. C'est-à-dire que je vois bien que les dernières manifestations des Gilets jaunes, samedi dernier d'ailleurs, auraient été ridiculement faibles et que les colères sont trop disparates pour se fédérer. Mais voilà, nous sommes dans cet état, pour l'instant, d'insurrection des esprits en France, mais en même temps avec une apathie générale qui fait que Macron peut s'estimer, pour l'instant, hors de danger. Il y avait un article de Alexandre Devecchio dans le Figaro, justement, et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le blog rioufol.com, sur justement le somnambulisme. Cette expression avait été utilisée, un espèce de somnambulisme qui finalement sentait un petit peu mettre les gens soit en défiance du pouvoir, mais n'allait pas jusqu'à les pousser à aller effectivement manifester ou en tout cas exprimer avec conviction forte leur mécontentement. Et là, il y a peut-être quelque chose qui semble. Tu as parlé d'effondrement, et ça me rappelle finalement cette prise de position d'un ambassadeur, un ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, qui parlait d'une Algérie
en passe de peut-être s'effondrer. Et finalement, et là on en arrive finalement à notre lien avec Israël, puisque nous sommes liés maintenant avec le Maroc et la question du Sahara occidental avec les accords d'Abraham. Et là, la question d'une Algérie qui risquerait de s'effondrer, disait cet ambassadeur, pourrait entraîner effectivement dans sa chute finalement aussi la société française avec un risque d'une immigration massive, et tout ça pour cause d'aveuglement, de compromission, alors que on a eu un voyage quand même avec le président de la République Emmanuel Macron, accompagné de 16 ministres. Finalement, on y a discuté de quoi, puisque les questions fondamentales que sont l'éducation, tu l'as rappelé, mais aussi l'énergie, on en parlera encore tout à l'heure, mais aussi finalement la question des EQTF, les obligations pour les fichiers S de quitter le territoire français. Finalement, ces questions-là semblent avoir été balayées d'un coup, mis sous le tapis, et on se retrouve avec effectivement toujours cette même question, où se trouve la France ? Je crois que pour avoir une lecture de ce qui se passe avec nos relations avec l'Algérie, mais plus généralement avec tous les pays producteurs de pétrole, c'est que la France, pour l'instant, est en train de traverser une crise énergétique qui, en plus des sanctions qui ont été décrétées contre la Russie, qui aggravent naturellement cette crise-là, oblige la France aujourd'hui à assurer ses arrières. Il y a déjà en 1973, avec le premier choc pétrolier, on avait vu que l'Europe avait commencé à lancer des concessions vis-à-vis du monde arabo-musulman pour assurer sa propre sécurité pétrolière, avec des graves concessions au cœur même de l'Union européenne. Battiéor a fait un très bon travail de documentation sur ce thème-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que la France, notamment, est prête à nouveau à d'autres soumissions, notamment vis-à-vis de l'Algérie. D'abord, en revenant sur sa décision qui avait été prise de supprimer la moitié des visas il y a maintenant plus d'un an pour sanctionner l'Algérie et le Maroc et la Tunisie de ne pas vouloir reprendre précisément leurs indésirables à travers les OQTF. Donc cette réduction de visa a été annulée avec la décision du président de la République, qui, s'il dit effectivement que les démocraties doivent se mobiliser contre la Russie, ne l'empêche pas de renouer avec le Qatar, qui n'est pas particulièrement une démocratie présentable, ou avec l'Azerbaïdjan pour acheter son pétrole, etc. Donc, il y a là une grande hypocrisie, bien sûr, de la part des dirigeants européens et des dirigeants français, et qui, au bout du compte, nous conduisent à nouveau à nous jeter dans les bras de pays comme l'Algérie, qui ne sont pas non plus des vertus démocratiques, et qui, à nouveau, donne une place encore plus considérable à cette civilisation islamique qui, par tous les moyens, tente maintenant, on l'a bien compris, de déstabiliser les sociétés occidentales. Ce n'est pas en Israël que je vais vous apprendre ça. Et finalement, justement, en parlant d'Israël, il y a une notion que tu connais bien, c'est celle du « en même temps ». En même temps, on commerce avec Israël sur les plans culturels, les plans commerciaux, high-tech, renseignement, défense, même culturel. Et en même temps, on condamne Israël à peu près dans toutes les institutions internationales. Le mieux qu'on a pu obtenir, c'est le dernier vote à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une abstention. Mais les questions sont sérieuses, puisque à l'UNESCO comme aux Nations unies, la France ne soutient jamais l'État d'Israël. Alors, on a eu dernièrement la visite de Carl Olive, député Renaissance, accompagné de 16 députés en Israël, et il avait un discours qui tranchait avec la réalité. Alors, je me suis posé la question, sciant un peu des yeux,
si cet homme-là avait été piqué par un virus quelconque et qu'il était non vacciné, ou si finalement il se retrouvait peut-être à reconnaître qu'il y avait un souci que de vouloir être le soutien de pays que tu as cités, du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, et puis voire même aussi le Maroc, en tous les cas en ce qui concerne la réciprocité des EQTF. La politique arabe de la France a été une doctrine qui a été établie depuis De Gaulle, en tout cas dans la diplomatie. Rappelle-toi, De Gaulle, parlant d'Israël, ce peuple sûr de lui et dominateur, etc. Donc il y avait déjà une sorte de défiance, voire de mépris de la part de la diplomatie française vis-à-vis d'Israël, mais ça s'est accentué aujourd'hui. Alors certes, comme tu l'as dit, la France continue naturellement ses relations économiques avec Israël, c'est bien la moindre des choses. Elle proteste sur les opérations de boycott d'Israël, c'est bien la moindre des choses, mais aujourd'hui, encore une fois, il faut bien comprendre que sociologiquement, la France a changé. La France aujourd'hui, c'est également un pays devenu un pays partiellement musulman. Alors certes, on évalue, en France, on ne comptabilise pas en fonction des origines et des religions, mais à vue de nez, on comptabilise entre 7 et 10 millions de musulmans, mais parfois moi je pense qu'il y en a sans doute un peu plus, mais en tout cas dans certaines villes, cet électorat est devenu un électorat charnière. N'oublions pas que lors de l'élection de François Hollande face à Nicolas Sarkozy, François Hollande avait gagné à environ 1 million de voix, et on avait dit, les observateurs politiques avaient dit que ce million de voix avait été apporté par l'électorat musulman. Donc l'électorat musulman peut peser dans des confrontations électorales qui se jouent maintenant quand même d'une manière un peu ric-rac. Et donc, naturellement, aujourd'hui, la communauté juive, puisqu'il faut parler ainsi dans ces cas-là, ne représentant en France aujourd'hui, je crois que c'est 600 000 personnes à peu près, elle ne pèse plus par rapport, ne serait-ce que pour cela, pour un politique, elle ne pèse plus par rapport aux 10 millions, aux 6 millions ou 10 millions de musulmans. Et donc, il y a un très cynique calcul politique qui a été fait singulièrement par la gauche, d'ailleurs que ça avait été théorisé à un moment donné, par Terra Nova notamment, le think tank Terra Nova en 2011, qui demandait à la gauche d'abandonner le prolétaire blanc, si je puis dire, pour aller vite, le petit blanc, quoi, pour aller flatter les cités d'immigration, et singulièrement les cités d'immigration majoritairement musulmanes, parce que c'est une réalité également. Ce ne sont pas des cités d'immigration asiatiques ce ne sont pas les Asiatiques qui posent des problèmes, ce sont ces cités qui se sont agglomérées en sorte de ghetto avec des phénomènes de séparatisme. Alors je ne dis pas que tous les musulmans sont séparatistes, loin de moi cette idée-là, mais c'est dans ce terreau-là, dans ce nouveau terreau du multiculturalisme qui est apparu sans que personne n'en ait décidé en France, c'est dans les plis de ce multiculturalisme que se développe également cet islamisme radical, sur lequel également, par peur de choquer, par déférence, par crainte, par intimidation, les pouvoirs publics sont beaucoup moins virulents qu'on ne l'attendrait, alors que l'on voit que Macron est facilement batailleur vis-à-vis de Poutine, par exemple. Il ne l'est beaucoup moins vis-à-vis des frères musulmans ou du wahhabisme en France. Et on aimerait entendre au moins les mêmes propos virulents contre ces idéologies totalitaires qu'on ne les entend vis-à-vis de l'idéologie très despotique, il est vrai, de Poutine. Voilà, donc on est encore une fois dans ce moment où la France, ne sachant plus tellement qui elle est, se montrant vulnérable, est prête dans le fond à des soumissions supplémentaires au prix de sa sécurité pétrolière, je l'ai dit, ou de sa sécurité énergétique, mais au prix de sa sécurité tout court. Et ces grandes concessions, d'ailleurs, ce sont des concessions vaines, parce qu'en n'affichant pas sa fermeté, en tout cas vis-à-vis de ces mouvements séparatistes-là, elle montre sa faiblesse et naturellement, elle incite tous ces mouvements à la mépriser encore davantage. Et c'est bien le drame qui se joue aujourd'hui, c'est que la France s'effondre et se fait cracher dessus. On a quand même
une histoire, un historique facile à identifier. C'est d'abord le premier jet des territoires perdus de la République, Oui. écrit dirigé par Georges Bensoussan, l'historien, et puis révisé des années après. On a même pensé qu'à l'Éducation nationale, eh bien, cet ouvrage devait être distribué à tous les nouveaux profs sortis des écoles de formation. Et puis finalement, ces territoires perdus de la République sont devenus de plus en plus perdus, voire même se sont étendus à la ruralité. Et conséquence, on y voit aussi, malheureusement, un déplacement d'une population juive qui avait ses traditions, qui avait sa présence parfois séculaire, multiséculaire, donc dans certaines régions de France, et bien finalement se faire ce petit exil intérieur, peut-être comme exemple celui du 17e arrondissement parisien, mais qui finalement venant de Sarcelles et Garges-les-Gonesse et d'ailleurs, et qui finalement parfois passent le pas, franchissent la frontière et viennent ici en Israël, donc dans une alia qui se retrouve finalement pas celle précisément souhaitée, mais un peu parfois aussi par défaut. Mais c'est un petit peu finalement quelque chose qui ne semble pas pris en compte par le pouvoir actuel. Parmi les grands effondrements des idéologies dont je parlais, il y a l'idéologie de l'antiracisme. Alors naturellement, l'antiracisme en tant que tel est tout à fait respectable, mais l'idéologie antiraciste a fait en sorte aujourd'hui, en tout cas si l'on constate les mouvements qui s'en réclament, qu'ils ont abandonné toute vigilance vis-à-vis du nouvel antisémitisme, qui est l'antisémitisme qui a été porté par cette culture islamique, aggravée également par une lecture plus politique de l'antisionisme. Et la grande imposture de ces mouvements antiracistes ne date pas d'aujourd'hui, elle date, de mon point de vue, j'avais suivi ça à cette époque-là, de mon point de vue depuis des années 2000, avec le lancement de la deuxième intifada, puis l'affaire Al-Doura, etc., et où l'on avait vu qu'il y a eu un renouveau, une révélation de ce nouvel antisémitisme dans les cités mêmes, où dès les années 2000, l'on voyait que des juifs étaient pris pour cible parce qu'ils étaient juifs, pris pour cible par des musulmans, parce qu'ils étaient juifs et qu'ils devaient quitter en effet les cités. La Seine-Saint-Denis s'est quasiment dépeuplée aujourd'hui de sa communauté juive, et que les mouvements antiracistes de l'époque, le MRAP et compagnie, la Ligue des droits de l'homme, ne disaient rien de ce qui se passait, et c'était tout à fait honteux. Et ils ne disent pas beaucoup plus maintenant, et le leitmotiv de ces mouvements antiracistes-là est de dire que certes, l'antisémitisme est une horreur, mais que l'antisémitisme est porté par l'extrême droite. Je veux bien entendre qu'il y ait encore des reliquats d'antisémites dans l'extrême droite, mais cela devient vraiment tout à fait parcellaire de mon point de vue, pour ce que j'en vois. On disait aussi qu'il y avait des antisémites chez les Gilets jaunes. Moi, j'ai suivi les Gilets jaunes pendant très longtemps. Je n'ai jamais entendu un propos antisémite. Alors, il suffit qu'il y ait un imbécile qui fasse un amalgame douteux pour que, évidemment, tout le mouvement soit répudié. Mais le fond du fond, c'est que la gauche et l'extrême gauche aujourd'hui, certes, s'affichent comme étant obstacle à l'antisémitisme parce qu'ils disent que l'antisémitisme vient de l'extrême droite ou vient du Rassemblement national, ce qui est faux pour dire les choses. En revanche, elles ne disent rien de ce nouvel antisémitisme qui est un antisémitisme qui se déploie et qui arbore sa haine des Juifs dans les cités. Nous avons vu hier ou avant-hier qu'il y avait un jeune homme de Toulouse qui avait un t-shirt floqué du nom de Mohamed Merah, Mohamed Merah, donc celui qui avait tué notamment à bout portant des petites filles dans une école juive de Toulouse. Et Mohamed Merah était vu à l'époque comme un héros par certains jeunes. Il est encore vu comme un héros par certains jeunes des cités. Donc c'est ça, la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui, elle est portée par cette contre-société, mais elle est portée aussi par cette extrême gauche qui flatte cette contre-société, et cette extrême gauche qui également, à travers l'antisionisme ou à travers l'argent mondialiste, qui reproduit toute la
toute une logorée antisémite qui fait que cette alliance entre l'islamo-gauchisme, dans le fond, pour être plus clair, l'islamo-gauchisme est beaucoup plus pervers et beaucoup plus dangereux et explique cette apathie générale sur la condition que vivent les Juifs. Je rappelle tout de même une chose, c'est que le 22 juillet dernier, c'est une date il n'y a pas si longtemps que cela, 37 députés français du Parti communiste ou de la France insoumise ont signé une pétition pour dénoncer l'antisionisme, pour dénoncer l'apartheid imposé par l'État d'Israël, en laissant comprendre que l'État d'Israël était un État racialiste, puisque l'apartheid était justifié par des conditions raciales. C'est tout à fait aberrant, c'est tout à fait odieux. On peut critiquer naturellement la politique d'Israël sur les territoires, ça ne me pose pour moi aucun problème, mais de dire, et il faudrait n'avoir pas été en Israël pour le dire, que l'Israël est un État d'apartheid, un État raciste, c'est tout à fait, c'est un appel à la violence, c'est un appel au meurtre, si je puis dire. Or, ces 37 députés reflètent assez bien, dans le fond, la perversion intellectuelle de toute cette extrême gauche, qui est soutenue aussi par une partie de la presse. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est assez amusant à voir, c'est que en général, la presse donneuse de leçons, c'est-à-dire la presse de gauche, il y a que la presse de gauche qui donne des leçons, je veux dire Le Monde, Libération, etc., sont des journaux qui font assez peu état, dans le fond, d'un esprit critique élémentaire dès qu'il s'agit de critiquer précisément les prises de position de l'extrême gauche, de la France insoumise, du Parti communiste et de tous ceux qui se drapent dans des vertus pour, en fait, instiller un discours très pervers sur le rejet du juif. Et on a pourtant, vous avez, assisté aux cérémonies en hommage aux attentats de Charlie Hebdo, de la rédaction de Charlie Hebdo, et puis de l'Hypercacher. Et bien sûr que l'information a été donnée, mais finalement on aurait pu, compte tenu de la situation, vouloir parler, faire un dossier sur le sujet, et on n'a pas vu finalement vraiment le sujet traité que autrement, je le dis avec des guillemets, que comme un fait divers. Et est-ce que, à ton avis, nous sommes déjà dans une espèce d'oubli volontaire de ces années-là pour finalement s'accommoder de ce qui se passe, alors que si déclassement il y a quand même danger à la maison. Et tout ceci s'observe par les mots qui sont prononcés. Le président de la République, justement pour commémorer l'horrible drame de l'école juive et des attentats de Mel Memra, a parlé d'actes de folie. J'ai plus son terme en tête. C'est ça. Acte de folie. Acte de folie. C'était ce matin. Et c'est assez révélateur de voir que même le président de la République n'arrive pas à prononcer le mot d'islamisme. Ce n'était pas un acte de folie, c'était un acte de terrorisme islamiste. Et rien que de dire ceci, cela effraie encore à nouveau le pouvoir. Et d'ailleurs, après les attentats du Bataclan notamment, et les attentats qui ont ensanglanté Paris, les plaques qui ont été mises pour commémorer les attentats par les familles des victimes rappellent l'attentat, mais ne disent pas par qui l'attentat a été commis. C'est un attentat terroriste, mais un attentat terroriste des Bretons, des Basques, des islamistes, on ne le sait pas. Alors qu'il y a plein de plaques à Paris, pour ceux qui y vont, où il est encore rappelé qu'ici est tombé, sous les balles des nazis, un tel et un tel. Et donc on savait désigner les nazis, et les plaques elles-mêmes commémoratives n'osent pas désigner le terrorisme islamiste, ce qui donne quand même une idée de l'état d'esprit qui habitent ceux qui prétendent vouloir résister et défendre la démocratie. Je suis désolé, mais si vous voulez vous défendre et défendre ce qui est pour moi un ennemi intérieur, je parle encore une fois de cet islam radical, de cet islam qui veut nous subvertir, eh bien il faut à tout le moins le désigner. Or,
bien souvent, on est dans l'euphémisme, on est dans le flou, on essaye de parler d'autre chose. Et donc, cela révèle la grande vulnérabilité, et un de mes combats est également celui-ci, la grande vulnérabilité du discours médiatique, du discours politique, qui n'ose pas, alors, pour mille raisons, qui sont toujours des bonnes raisons, qui n'ose pas parce que pour ne pas froisser une communauté dont on pourrait penser, ce serait une aberration, qu'elle serait solidaire de ces gens-là, elles ne le sont pas, mais enfin, en tout cas, au nom de l'antiracisme, au nom de la non-discrimination, au nom du respect de l'autre et de toutes ces grandes et belles envolées, eh bien, une grande partie des médias et une grande partie du monde politique n'osent pas, du moins, n'osent pas s'installer dans une réponse ferme et définitive, dans le fond, face à cet islam radical qui nous subvertit et qui joue, dans le fond, de nos bons sentiments et qui joue même, d'ailleurs, plus paradoxalement, de notre état de droit, notre fameux état de droit. Et les islamistes sont les premiers à se réclamer des droits de l'homme et de l'antiracisme. Il faut écouter quand même quelle est leur dialectique, qui est vraiment pas piquer des vers. D'ailleurs, une remarque. En France, c'est l'imam Chalgoumi qui est protégé par la police, oui, alors que ses ennemis sont à peine surveillés quand ils le sont, pour lui éviter effectivement de subir le sort de Samuel Paty. Oui. Une autre question, en tout cas une remarque, et enfin un observateur de la société française, peut-être pourras-tu répondre à ce parallèle que je vais faire. En Israël, finalement, les dernières élections ont plutôt porté d'abord une sociologie électorale que nous savions plutôt de droite, un gouvernement qui a plutôt fait le lit son lit d'un discours plutôt identitaire, revenir aux racines du sionisme religieux, sionisme politique. Finalement, on a vu un retour à des valeurs que certains voulaient rendre plus mondialisées, plus mondialistes, plus indolores. Et voilà qu'un gouvernement que certains diront plus crispé, voire excessif, d'autres vont s'enthousiasmer, et ils sont la majorité. Comment expliquer qu'en France, plusieurs alertes, il n'y ait pas, alors je ne veux pas parler ici de sociologie de droite ou de gauche en France, mais finalement, comment expliquer qu'en France, il n'y ait pas une volonté plus déterminée à rappeler ses valeurs, à rappeler son histoire, qu'on se doive d'être obligé en France d'expliciter finalement ce qu'est la laïcité, la République, la civilisation judéo-chrétienne. Comment expliquer cela ? Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'un des fondements, c'est la culpabilisation. Il y a toute une génération qui a été éduquée dans l'admiration de l'autre et dans la haine de soi. Ça compte beaucoup de ceci, et vous avez eu toutes les manifestations qui ont pu être comprises comme étant des manifestations de fierté patriotique ou de fierté française, ont été vues par beaucoup d'observateurs, et encore maintenant, comme des manifestations populistes, des manifestations potentiellement pétainistes, j'ai entendu ça, ou potentiellement fascistes. Donc, ça calme un peu quand vous voulez, et il faut vraiment avoir une grande indifférence sur les critiques qui sont portées, parce que plus généralement, moi je suis de ceux qui me réclament presque d'un nationalisme. Moi, le nationalisme ne me fait pas peur, si le nationalisme est compris comme l'expression d'un patriotisme. Et donc, je suis prêt à assumer ceci. Je suis prêt à assumer également le fait qu'une nation est une entité fragile, qui doit être protégée par des frontières, qui doit être protégée par des exigences d'assimilation. Et je suis prêt même à dire, dans le fond, que l'État d'Israël, qui est un État assiégé par des ennemis à droite et à gauche, est un État tout à fait exemplaire, même si c'est un État multiculturel dans sa composition, c'est un État qui est tout à fait exemplaire dans la manière qu'il a de vouloir précisément défendre une origine,
une identité, et même une identité qui est très affirmée, parce que l'État d'Israël, si je ne me trompe pas, se définit comme étant un État juif, ce qui n'est même pas le cas et même l'Europe n'a pas osé se réclamer de ses racines judéo-chrétiennes ou de ses racines chrétiennes. Et donc, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'admire beaucoup l'État d'Israël, c'est qu'il est un exemple précisément d'une survie d'un État, d'une renaissance d'un État, puisque même l'hébreu a été remis en scène avec cette volonté de vivre. Et donc, je trouve tout à fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'admiration pour cet État-là. Mais parfois, en revanche, puis pour aller au bout de ma réflexion, j'ai aussi parfois une incompréhension de la part de certains intellectuels juifs qui sont les premiers en France à précisément stigmatiser les discours qui sont des discours patriotiques, en y voyant pour eux une sorte de déchéance ou je ne sais quoi, et qui en Israël défendent bien entendu le discours patriotique israélien qui est tout à fait légitime. Donc il y a quand même cette contradiction qui apparaît également chez certains intellectuels. Quand je dis ça, je vais être encore plus précis, qui apparaît chez Bernard-Henri Lévy, qui me paraît être pour qui je peux avoir beaucoup d'admiration dans le courage physique qu'il a pour aller sur les combats, mais qui, dans la manière très méprisante qu'il a de vouloir stigmatiser ceux des Français qui veulent défendre la France, me paraît en contradiction avec l'appui qu'il donne en Israël et tout à fait légitimement à Israël quand il veut défendre les Israéliens. Mais est-ce que là, on n'est pas justement dans ce qu'a coutume d'ailleurs de dire une de vos collègues journalistes, Véronique Jacquier, on n'est pas là au creux même de quelque chose qui use et qui finit même par tuer quelques valeurs, c'est le relativisme. Relativiser à chaque fois. On a parlé tout à l'heure de ce tweet de Macron qui parlait de folie en rappelant ce qui s'est passé à l'hypercacher. Et finalement, dans le rétropédalage qu'il a eu, il a eu aussi finalement il a échoué à rétablir, à rééquilibrer les choses, puisqu'il a fini par un tweet où il parlait de tout le monde. Il a mis l'islam, la chrétienté, etc. Oui. Et donc finalement, voilà. Il n'a rien gagné, il n'a rien perdu, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas finalement, et on ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus simple de se... Il y avait un grand poète, Edmond Jabès, qui disait « Regarder en arrière, c'est voir le futur avant de le vivre ». On dirait que le rétroviseur, en tous les cas, dans le gouvernement français actuel et d'ailleurs aussi ce précédent, finalement se passe de rétroviseur. Oui, mais encore une fois, parce que le gouvernement raisonne sur des bases qui sont des bases idéologiques. Encore une fois, le gouvernement n'a pas la vision humaine, tout simplement humaine, de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que et le président de la République est un mondialiste, pour parler clair, qui a trouvé son soutien au sein de l'Union européenne et au sein des promoteurs de la société ouverte à la Soros, si je puis dire. Or, ce mondialisme, de mon point de vue, d'abord s'effondre sous nos yeux et est vu comme une violence par les peuples, mais il n'est pas vu encore comme une violence par les dirigeants. Et donc, on est dans cette dichotomie d'une fracture entre mais là c'est une banalité que de le dire maintenant, parce que ça a été maintenant admis à peu près par tout le monde, une fracture entre la base et le sommet, une fracture entre les dirigeants, entre les élites et le peuple. Le peuple est tout à fait conscient, en France, me semble-t-il, des grandes vulnérabilités françaises et de l'urgence qu'il y a à arrêter cette folie d'une immigration massive qui fait venir en France 400 000 personnes par an qui ne s'intègrent pas et qui viennent alimenter des ghettos et qui viennent alimenter des réseaux islamiques. Donc il y a une folie furieuse presque à ne pas vouloir regarder en face ce qui se passe. Il y aurait d'ailleurs presque matière à faire procès pour haute trahison à ceux qui nous gouvernent de ne pas vouloir régler des problèmes, ces genres de problèmes. Simplement, encore une fois, tant que les dirigeants n'auront pas pris conscience du fait qu'ils se sont trompés et qu'ils nous trompent encore aujourd'hui et qu'il y a maintenant tout est à reconstruire et tout est à changer. Et donc nous sommes à ce moment charnière où on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Est-ce que moi j'aimerais effectivement
pour aller vite, pour le grand chambardement, c'est-à-dire qu'enfin, on arrive dans un moment démocratique, j'entends. Non, je n'appelle pas à une insurrection à la Bolsonaro, hein, qu'on soit bien clair, mais un grand chambardement qui permettrait enfin aux partis politiques d'avoir un peu plus de courage. Je pense notamment aux Républicains qui se cachent toujours derrière leurs petits doigts, ou même au Rassemblement national d'aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec le Front national d'alors, ou d'Éric Zemmour qui également avait quand même bien compris quelle était l'angoisse existentielle d'une partie de la France. Je pense que cette angoisse existentielle, elle est partagée. Maintenant, il faut s'accorder sur des réponses. Et moi, je suis de ceux qui adjurent la droite, les droites, de se rassembler enfin, afin de faire un seul et même parti unique, un seul et même mouvement unique qui puisse poser le problème de la question, notamment de la question identitaire, pas que de la question identitaire, naturellement, mais de la question identitaire qui me paraît être centrale aujourd'hui dans un pays qui ne sait plus où il habite et qui ne sait même plus comment se nommer parfois et qui doute même de ses valeurs. Et donc, on est à ce moment où il y a encore beaucoup de réticence de la part des Français à se réclamer français. À tel point d'ailleurs que on a ces deux prises de parole, deux prises de position très étranges. La première, celle de Roselyne Bachelot, à propos des églises qu'il faudrait effectivement désaffecter, rendre peut-être aux promoteurs, parce que finalement, voilà, une vision très technocratique finalement, il n'y a plus assez de fidèles, donc on s'en sépare. Un petit peu comme pour l'hôpital, il n'y a plus assez de femmes qui viennent accoucher dans cette maternité, donc on déplace la maternité. Et tant pis pour celles qui doivent faire maintenant plus de 150 km quand elles vivent dans certaines régions françaises pour aller devoir accoucher. Et puis on a en même temps, et donc là il y a un déni de valeur, je veux dire. Ce n'est pas la question, c'est un petit peu comme les musées qui ne sont pas vraiment fréquentés à la mesure des frais de fonctionnement d'un musée, alors finalement il faudrait s'en séparer aussi, parce que le compte n'y est pas. Et puis l'autre question, alors là déni de valeur, et puis l'autre question finalement qui nous interpelle beaucoup en Israël, c'est le peu de soutien, de solidarité avec ce qui se passe, pas très loin de Jérusalem, à Bethléem, quand même une ville symbolique s'il en est, où les chrétiens qui étaient 85% il y a quelques décennies et qui aujourd'hui se retrouvent à peu près à entre 8 et 10% à peu près de la population et sont les victimes presque hebdomadaires d'attaques, d'agressions et en tous les cas de discriminations diverses. Et finalement, on n'entend pas ceux qui devraient, en France, la fille aînée de l'Église, devoir défendre ces chrétiens-là, ces chrétiens d'Orient. Finalement, on s'étonne en Israël que de devoir, nous, être les seuls à finalement dénoncer ce qui se passe dans la région et même aux alentours. Oui, tu as tout à fait raison, bien entendu. Moi, je suis un défenseur des chrétiens d'Orient. Il y a peu d'hommes politiques en France qui se mettent sur ce terrain. François Fillon avait fait beaucoup sur ce thème-là. Il n'avait pas été suivi. Il avait été d'ailleurs assez courageux également contre l'islam. Il avait fait un bouquin pour dénoncer, alors je ne sais plus quel était son titre, mais enfin c'était un bouquin courageux pour dénoncer l'islam totalitaire. Je crois que c'était son titre d'ailleurs, contre l'islam totalitaire. Moi, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, en effet, il y a une grande indifférence portée par tous les indignés du moment à la condition des chrétiens d'Orient, qui vivent un véritable martyre. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais enfin, ils vivent un martyre dans tous les autres pays, pas simplement à Bethléem, mais dans tous les autres pays musulmans. Et il y a toujours à nouveau cet épanchement des grands sentiments, des sentimentaux d'extrême gauche pour la condition du peuple palestinien. Je ne dis pas qu'il ne faille pas s'y intéresser, mais il y a quand même là un deux poids deux mesures entre l'intérêt qui est porté aux Palestiniens et au moindre accroc vis-à-vis d'Israël,
alors que les chrétiens d'Orient vivent des tragédies et des drames affreux. Et donc, il y a encore une fois un désintérêt, mais qui est un désintérêt qui est porté par les élites, par les dirigeants plus que par les peuples, me semble-t-il, mais là je peux me tromper parce que les peuples aussi se déchristianisent, la preuve c'est que les églises se vident, et un désintérêt sur ce qui constitue l'âme de la France. Et Bachelot, en effet, mais tu l'as très bien dit, Bachelot dit une réalité, et il est vrai qu'il y a des églises aujourd'hui qui se vident. On construit, je crois qu'il y a maintenant, alors je vais peut-être dire une bêtise, je crois que c'est 1800 mosquées et maintenant beaucoup d'églises de petits villages tentent à se vider. Mais d'abord, moi je vis à Paris et j'ai des églises à côté de moi. Le dimanche, les églises sont pleines, donc ce n'est pas non plus une déchristianisation à ce point. Et puis ce que Bachelot a fait montre, c'est d'une grande insensibilité. Tous ces humanistes-là qui se baladent avec leurs bons sentiments en guise de sautoir, sont en fait des humanistes qui ne comprennent pas, encore une fois, la souffrance des gens, la souffrance de ceux qui se vivent maintenant comme étrangers dans leur propre pays. Et on dit toujours, on devient vraiment, moi j'ai parfois le sentiment d'être une sorte, non pas d'Indien dans une réserve, mais de Gaulois dans une réserve qu'on viendrait visiter, une sorte d'indigène un peu saugrenu maintenant qui est vu comme le dernier des Mohicans parce que Exotique, je défends... quelqu'un d'exotique. Exotique, exactement. Parce que je défends la France millénaire et que je demande à ce qu'on lui réserve un minimum de respect, surtout de la part de ceux qui cherchent à la rejoindre à tout prix pour ensuite s'essuyer les pieds sur son accueil et qui ne veulent de la France, non pas sa carte d'identité, mais sa carte vitale. Tout ça est insupportable. Donc il y a un moment quand même où il faut dire assez, il faut le dire gentiment, et il faut le dire avec humanité, mais il faut dire assez. Et je n'entends pas beaucoup de gens le dire, et quand on le dit, on est traité de salauds, d'extrémistes, de racistes, de tout ce que tu veux. Donc c'est un peu déroutant, et évidemment ça en décourage beaucoup. Donc on est à ce point d'un réveil, mais encore une fois, j'avais écrit un livre, tout à l'heure tu parlais des somnambules, j'ai écrit un livre récemment qui s'appelait Le réveil des somnambules, justement, en espérant ce réveil-là. Je ne dis pas, j'ai dit tout à l'heure que ce réveil a été pour l'instant un peu étouffé notamment par les aides sociales, par le quoi qu'il en coûte, qui est un grand anesthésiant que déverse Macron à grandes eaux pour le Covid et pour le reste, et maintenant pour la crise énergétique. Donc naturellement, ça calme la colère sociale, mais pour quand même côtoyer, moi je suis un provincial d'origine, là tu m'appelles de Paris, mais à Paris, mais je suis un provincial, je connais bien, je crois connaître assez bien quand même la mentalité des Français, et je vais souvent en province. Les gens ne sont pas dans le même univers déconnecté et mondialiste que les gens des grandes agglomérations. Il y a quand même au cœur de la France rurale, au cœur de la France périphérique. La France périphérique, c'est 60% de la démographie française, avait calculé le démographe Christian Guilluy. Donc cette France périphérique, cette France des oubliés, celle qui n'apparaît pas dans les radars, celle qui est la cause de la crise de la démocratie dont je parlais en introduction de notre conversation. Cette France-là, elle est somnambulique en apparence, en effet, c'est incontestable puisqu'elle ne descend plus dans les rues. Mais encore une fois, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et je crois, enfin j'espère en tout cas, que si la France, c'était une phrase de Bernanos, je crois, la France se refera pas par ses élites, ne se refera pas par ses élites, elle se refera par sa base. Eh bien, j'ose espérer que la France qui est vraiment très mal en point, et ce n'est pas par pessimisme que je le dis, ni par jouissance décliniste, mais que cette France mal en point puisse renaître grâce à la base, c'est-à-dire grâce au réveil de son propre peuple, si je veux dire. Il y a d'ailleurs dans cette stratégie d'évitement, et j'en veux pour preuve, je vais prendre une image prise dans la réalité, hein, quand le président Macron est venu dans la région, il est allé donc en Algérie, il est allé en Jordanie, il n'est pas venu en Israël. Et quand il est venu il y a quelques années, c'était pour jouer un scénario un petit peu trouble, une espèce de réplique, de duplication chiracienne dans la vieille ville de Jérusalem, qui n'a pas finalement été du meilleur effet d'ailleurs sur le citoyen israélien, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, quel que soit son bord. Mais cette stratégie d'évitement, finalement,
cache peut-être ce qui est en train de d'éclore de manière très claire, c'est le souverainisme européen, de nations européennes. Et moi, je vois par exemple au Danemark, le Danemark qui prend des décisions, elle est dans l'Union européenne, mais elle prend des décisions très très claires sur l'immigration. Et d'ailleurs, l'immigration aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'elle est résiduelle, mais en tous les cas, elle est très franchement contrôlée donc au Danemark. Et ça n'empêche pas l'humanité, l'humanisme, la tolérance, et finalement ce qui fait le bonheur d'une démocratie vis-à-vis de l'accueil de l'autre. Je vois par exemple l'Espagne qui, sur les questions énergétiques, eh bien, prend des décisions qui ne sont pas celles d'une voie unique, hein, la voie de son maître, l'Union européenne. Finalement, Israël, lui, a choisi non pas l'Europe, mais a choisi des pays arabo-musulmans avec qui parler. Et finalement, on voit que sinon la mémoire de certains de nos compatriotes qui peuvent aider effectivement à créer des passerelles avec ces pays-là, on voit qu'en même temps, c'est avec la population de la rue, avec eux, qu'on semble trouver une identité commune, une volonté commune de vouloir finalement poursuivre sur nos identités, rencontre d'identité, sans pour ça y laisser la moindre de nos valeurs. C'est, je crois, Léopold Senghor qui disait qu'une vraie civilisation est une civilisation métissée, mais qui rajoutait quand elle sait qui elle est. Et finalement, ce qui manque peut-être, c'est non pas quelqu'un qui soit le stratège de l'évitement, mais quelqu'un qui aille au cœur du problème, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays européens du même style. Oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que naturellement, moi je ne suis pas contre l'ouverture. Naturellement, l'ouverture est tout à fait enrichissante, mais simplement, une ouverture n'a plus de sens quand celui qui s'ouvre ne sait plus qui il est. C'est ceci qui est problématique chez nous. Nous avons, à force d'avoir déconstruit tout ce qui nous a constitué, nous avons institué un grand vide dans lequel aujourd'hui, quiconque arrive est prié peut s'y installer. Et c'est en ceci que nous sommes d'une grande faiblesse et que nous sommes vulnérables à ce choc de culture, à ce choc de civilisation, surtout quand il y a une civilisation qui elle-même, la civilisation islamique en l'occurrence, c'est celle qui pose un problème, en tout cas en Europe et en France maintenant, il faut dire les choses comme elles sont, est une civilisation qui ne doute pas d'elle-même, qui est sûre d'elle-même, qui a un grand dynamisme, et qui, de ce point de vue-là, d'ailleurs, est tout à fait admirable. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur, simplement, je suis dans la position de celui qui a à défendre son pays. Et tu as raison, effectivement, de dire que, en effet, le souverainisme est une idée maintenant qui traverse tous les peuples d'Europe, pour cette raison que j'ai dite, d'un effondrement du mondialisme et de la violence mondialiste qui voulait araser et les peuples et les nations en essayant de faire croire, et l'Union européenne le dit encore, que tout ceci est indifférencié et qu'un peuple est remplaçable par un autre, une religion remplaçable par une autre, et tout ceci est tout à fait dément, c'est tout à fait dément. Et naturellement, il faut accepter d'avoir à se replier, en s'ouvrant naturellement, mais d'abord à se retrouver soi-même, à s'aimer soi-même et à se retrouver derrière des frontières, derrière des murs. Je crois que dans l'étymologie, je ne sais pas que je crois, j'en suis sûr, l'étymologie du mot paradis vient d'un vieux mot perse, un vieux mot persan, qui désignait un jardin clos de murs. Le paradis, c'était un jardin clos de murs. Alors, je ne dis pas qu'il faut naturellement se protéger de murs tout alentour, notamment de la France, mais déjà en Israël, vous avez bien compris qu'il était la symbolique du mur, mais en tout cas, si vous voulez vous préserver, il faut malgré tout, et Claude Lévi-Strauss l'avait dit aussi d'ailleurs, il faut une certaine distance vis-à-vis, il faut un respect de l'autre, il faut une attirance vis-à-vis de l'autre, mais en même temps, il faut garder une certaine distance vis-à-vis de l'autre si vous voulez respecter la diversité. On veut protéger la diversité écologique, je suis le premier à la réclamer, mais c'est les écologistes qui réclament la diversité écologique qui sont les premiers également à réclamer l'ouverture des frontières et l'indifférenciation des peuples. Ben non, c'est la même violence
existe dans la nature humaine ou dans la nature végétale, si je puis dire. Et donc, encore une fois, nous sommes les peuples sont des nations, sont des entités, des communautés fragiles. Les nations sont fragiles. La France est fragile. Et la France est prête aujourd'hui à se donner à la loi du plus fort si personne ne se réveille et si personne n'ose protester de l'aveuglement et de la bêtise et là je reprends d'ailleurs un mot de Jacques Julliard qui avait fait un très bon papier il y a 15 jours ou 3 semaines dans le Figaro. Jacques Julliard, un intellectuel venu de la gauche, qui dénonçait la bêtise des élites. Jusqu'à présent, ceux qui dénonçaient la bêtise des élites étaient traités de populistes ou de gens foutres. Et même d'ailleurs, Julliard lui-même avait eu des mots très durs il y a 4 ans contre les Gilets jaunes, qu'il avait de mémoire dit d'eux que c'était des beaufs en puissance ou je ne sais quoi. Mais on voit bien qu'il y a une évolution chez les intellectuels, et singulièrement de Julliard, et je le félicite pour avoir mis le doigt, notamment le doigt sur l'absence, le grand endormissement des intellectuels, dont il aurait été, des intellectuels et des médias d'ailleurs, dont le rôle aurait été d'alerter, et depuis maintenant longtemps, et heureusement j'ai participé à ces alertes depuis maintenant 30 ans, 40 ans, d'alerter sur le ver qui était dans le fruit et qui allait faire en sorte, qui allait donner ce qui était prévisible. Encore une fois, moi je ne suis pas du tout étonné du grand effondrement actuel de la France, puisque tout était dit, tout a été écrit depuis longtemps, et sans être Nostradamus, il suffisait de poursuivre les lignes et de poursuivre les mensonges, surtout les désinformations, pour se rendre compte qu'un monde ne peut pas se construire sur des contre-vérités. Et on en est là aujourd'hui. Donc j'attends en effet une renaissance. Elle tarde. En tous les cas, on aura eu ce soir avec Yvan Rioufol une voix qui se fait entendre sur les antennes de télévision, sur des chaînes de télévision en France. Elle est aujourd'hui sur une chaîne de télévision en Israël, pour les francophones d'Israël, sur Tandem TV. Et c'est un grand plaisir que d'entendre une voix libre. Plaisir partagé. Une voix libre, audacieuse, qui n'a pas peur de la complexité et qui finalement ne remet pas pourtant en cause les valeurs fondamentales que sont l'humanisme, la tolérance, l'accueil de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'échange, c'est que nous pouvons parler et d'Israël, et nous pouvons parler de la France, et que finalement, ce sont peut-être ces voix-là qui s'élèvent au-dessus des nuages, comme disait Winston Churchill, qui un jour seront rejoints par d'autres, et que finalement on puisse retrouver l'apaisement, la sérénité, et puis la fierté d'être là où nous sommes. C'était rencontre avec Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, merci beaucoup. Merci à vous.